Mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion, l'élan de solidarité des autorités et leurs partenaires envers les nécessiteux, le ministre de la Santé au chevet des blessés de guerre et la Chine qui offre 2000 tonnes de vivres au Mali pour les sinistrés. Nous ferons le point avec nos différents reporters dès le début de ce journal. C'est parti pour la 4e édition du Forum du développement durable. Le thème de l'édition 2024 est Engagement vers une production verte. Le forum regroupe les entreprises des secteurs privés et publics. Il mène la réflexion autour des questions relatives aux énergies renouvelables et au secteur du transport écologique. Les hommes de médias appelés à accompagner le processus de refondation amorcé par les autorités de la transition. Ils se sont familiarisés avec le contenu du programme national d'éducation aux valeurs au cours d'une séance de restitution. Voilà pour les titres de la grande édition de la première. Vous servir est un énorme plaisir. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 16 octobre 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sur ce plateau avec moi, Ibrahima Djombele, bonsoir. Bonsoir, Awama Kamara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Les grandes lignes, c'est avec vous. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et nous commençons cette lecture par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati de la RR9 de la bretelle d'accès au point G de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point JMS Samé-Kati. Le marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati de 11,481 km de la RR9 de la bretelle d'accès au point G de 1,7 km de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point GMS Samé-Kati de 9,3 km est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Jeta Gopa pour un montant de 1,810 887 000 francs CFA, toutes taxes comprises et un délai d'exécution de 38 mois. La réalisation des dits travaux, conformément aux normes préconisées, contribuera à améliorer les conditions de transport des personnes et de leurs biens, également à fluidifier le trafic routier entre Bamako et Kati. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation de grandes mines d'or à la société LGC Exploration Mali SARL à Coralie Sud, dans le cercle de Sadiola, dans la région de Caille. Le permis d'exploitation de petites mines attribué à la société LGC Exploration Mali SARL par arrêté numéro 2022-1013 MME SCG du 15 avril 2022 a été cédé à la suite de négociations avec le groupe Alied Gold à la CEMOS SA. Au regard des modifications intervenues dans les paramètres établis par les études de faisabilité et de l'importance des ressources minérales dans le périmètre, l'État du Mali, le groupe Alied Gold et CEMOS SA ont convenu, à travers un protocole d'accord, d'exploiter cette petite mine dans un chemin de grande mine. Et cette exploitation se fera dans le cadre d'un traitement par péage conformément aux dispositions du Code minier de 2023. La nouvelle société d'exploitation à créer à cet effet sera détenue à 35% par l'État du Mali, dont 5% réservée aux privés nationaux. Elle contribuera au financement du Fonds de développement communautaire à hauteur de 0,75% du chiffre d'affaires trimestriel. Le projet de décret adopté attribue le permis d'exploitation de grandes mines d'or à la société LGC Exploration Mali SARL à Coralie Sud, au cercle de Sadiola, région de Caille, pour une durée maximale de 5 ans.
La mise en œuvre du projet permettra de créer des emplois au niveau local, de contribuer au développement communautaire et de minimiser l'impact environnemental grâce à une empreinte opérationnelle réduite. P. Un projet de décret portant premier renouvellement du permis de recherche d'or et des substances minérales du groupe 2 attribué à la société Baris Travaux SRL à Bakolobi, cercle de Kenyeba, cédé à la société Malikan Exploration SRL. Le permis de recherche d'or et des substances minérales du groupe 2, attribué à la société Baris Travaux SRL à Bakolobi, a été cédé à la société Malikan Exploration SRL par arrêté numéro 2022-0999 MEE SCG et du 14 avril 2022. Après la cession, les travaux entrepris par la société ont permis de mettre en évidence des zones prometteuses nécessitant leur poursuite et l'extension de la durée du permis de recherche. Le projet de décret adopté renouvelle le permis de recherche cédé à la société Malikan Exploration SRL pour une durée de 3 ans. C. Un projet de décret portant premier renouvellement du permis de recherche d'or et des substances minérales du groupe 2 attribué à la société B2Gold Mali Resources SRL à Menakoto Sud, cercle de Kenyeba. Par arrêté numéro 2021-5932 MEE SCG du 31 décembre 2021, un permis de recherche d'or et des substances minérales du groupe 2 a été attribué à la société B2Gold Mali Resources SRL à Menakoto Sud, dans le cercle de Kenyeba. Les travaux entrepris par la société ont permis de mettre en évidence sur le périmètre des zones prometteuses nécessitant leur poursuite et l'extension de la durée du permis de recherche. Le projet de décret adopté renouvelle le permis de recherche attribué à la société B2Gold Mali Resources SRL pour une durée de 3 ans. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, le www.sdg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la rentrée solennelle des cours et tribunaux du Burkina Faso. La rentrée solennelle des cours et tribunaux du Burkina Faso au titre de l'année judiciaire 2024-2025 s'est déroulée le 1er octobre 2024 sous le thème « Le contrôle juridictionnel de l'activité administrative ». En marge des travaux, les gardes des Sceaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont eu une séance de travail autour du renforcement de la coopération judiciaire et juridique entre leurs pays respectifs et la contribution de la justice au renforcement de l'ancrage juridique et institutionnel de la Confédération des États du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sochi, Fédération de Russie, prévue le 9 et 10 novembre 2024. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale conduira la délégation malienne à cette importante rencontre qui vise le renforcement du partenariat entre la Russie et les pays africains dans de nombreux domaines d'intérêt stratégique, y compris la sécurité alimentaire, l'énergie et la lutte contre le terrorisme. Le Mali, dont le chef d'État assure la présidence de la Confédération des États du Sahel, mènera des actions en vue de la promotion de la vision et des objectifs de la Confédération AES. Le ministre des Mali établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali aux travaux de la conférence intergouvernementale des Nations Unies tenue du 7 au 12 octobre 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie. La conférence avait pour objectif d'évaluer les efforts accomplis dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les immigrations sûres, ordonnées et régulières, d'identifier les opportunités et les défis, de partager les bonnes pratiques en matière de gestion des migrations et de définir les perspectives au niveau africain. Au cours des travaux, le ministre a rappelé les actions engagées par le Mali dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations, notamment la ratification du traité instituant la zone de libre-échange continentale africaine, du protocole relatif à la libre circulation de personnes,
la création et l'opérationnalisation du Centre africain d'études et de recherche sur la migration. En outre, il a appelé à plus de solidarité entre les États africains au regard de l'importance des flux migratoires au sein du continent et au traitement réservé aux migrants dans certains pays africains. En marge des travaux, le ministre a rencontré le commissaire de l'Union africaine chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, ainsi que la communauté malienne vivant à Addis Abeba. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 6e édition de la Journée mondiale du coton à Cotonou, au Bénin. La Journée mondiale du coton a été consacrée par la résolution RES 75-318, adopté par la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, c'était le 30 août 2021. L'objectif de cette journée est d'assurer la promotion et le développement de la filière coton dans les pays membres du C4, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, plus la Côte d'Ivoire. Cette 6e édition a été célébrée le 7 octobre 2024 sous le thème « Le coton pour le bien de tous ». Dans son intervention, le ministre a évoqué les raisons de l'échec des négociations sur le coton au sein de l'Organisation mondiale du commerce et la nécessité de changer de paradigme en accordant la primauté au développement endogène par la transformation du coton sur place dans nos pays. Le ministre a par ailleurs animé un panel de haut niveau sur le rôle des organisations internationales dans le soutien au développement du coton dans le monde, en particulier en Afrique. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées. Le projet de restauration des terres dégradées a été initié par les autorités de la transition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Et il vise à accroître l'adoption de pratiques de restauration des terres dégradées intelligentes par rapport au climat et à l'accès aux opportunités de revenus au Mali. Le projet couvre essentiellement 87 communes dans la région de Kaï, Kita, Nyoro, Koulikoro, Nara, Ségou, Mopti et Douanza. Les bénéficiaires directs sont estimés à 2,3 millions de personnes. Dès son entrée en vigueur le 10 janvier 2024, le projet a enregistré des avancées majeures, notamment la mise en place et l'opérationnalisation des structures de pilotage et de gestion du projet, la réalisation des consultations publiques pour informer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, la formation de 137 formateurs sur le guide d'élaboration des plans de développement économique, social et culturel, la mise en place de 4 unités d'appui régionales du projet et d'un système de suivi et d'évaluation informatisé. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres des conclusions de sa visite de travail au Royaume du Maroc sur le développement de l'élevage équin. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail au Royaume du Maroc du 10 au 14 octobre 2024. L'objectif de cette mission était de s'inspirer de l'expérience marocaine dans le domaine de l'élevage équin, particulièrement la conduite d'élevage de chevaux de course en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie de promotion de la production de chevaux d'élite au Mali. De la tenue de la consultation régionale préparatoire de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a pris part le 9 octobre 2024 à la consultation préparatoire africaine de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans à Tanger, au Maroc. Cette consultation régionale a permis de dégager les priorités et les défis des pays africains membres des Nations Unies. En marge de la consultation s'est tenue le 7 et 8 octobre la conférence ministérielle sur l'initiative de la ceinture bleue en Afrique. La conférence a recommandé, entre autres, la création d'une plateforme régionale destinée à renforcer la gestion durable des océans et à développer l'économie bleue en Afrique. Le ministre a réaffirmé l'intérêt du Mali pour l'économie bleue en Afrique, ainsi que son engagement à promouvoir son utilisation durable et une protection des ressources océaniques et à soutenir le développement de l'économie bleue comme moteur de croissance économique et de création d'emplois.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Aboma Kabara, à vous. Merci bien Ibrahima Djombele pour toutes ces précisions. Vous restez avec moi pour suivre le carnet d'audience du Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga. Le chef du gouvernement a reçu en audience Diogo Kamisoko, un entrepreneur et les organisateurs du Festival international Bobo prévu en mars 2025 à San. Le compte-rendu de ces deux audiences avec Mamari Kone et Ali Outouri. C'est un entrepreneur spécialisé dans le développement d'applications et d'intelligence artificielle et architecte fonctionnel qui est reçu par le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga en présence des ministres en charge de l'entrepreneuriat national et des Maliens établis à l'extérieur. Diogo Kamisoko, un Malien de la diaspora, est venu présenter ses entreprises au chef du gouvernement. Il évolue dans le domaine du e-commerce et de la gestion logistique en vue de la mise en relation entre fournisseurs et clients. M. Kamisoko exploite aussi 17,5 hectares et emploie une dizaine de personnes, apportant ainsi sa contribution à la création d'emplois. Vu que nous vivons de la diaspora et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, donc il y a eu question de l'insertion des jeunes à travers l'entreprise agricole Deka Sénékanou et une entreprise e-commerce aussi qui a été mise sur place pour faciliter l'achat et l'acheminement des colis des Maliens, interconnecter les différentes zones du Mali, c'est-à-dire les différentes régions du Mali. Le Premier ministre a félicité Diogo Kamisoko pour son engagement dans les secteurs en pleine expansion au Mali. Il a aussi salué l'importance de l'entrepreneuriat dans la création de richesses et d'emplois. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de l'Association des jeunes du Mali pour le développement humanitaire conduite par le président du comité des sages du Festival international Bobo. C'était en présence du ministre en charge de la culture. La délégation est venue solliciter le Premier ministre pour qu'il parraine la deuxième édition du Festival international Bobo. Elle en a profité pour remercier le ministre de la Culture pour sa contribution à la promotion de la culture et rendre un vibrant hommage au Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga. Aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion sociale, nous avons besoin de la réconciliation, nous avons besoin de la paix. Et leurs activités s'inscrivent exactement dans cette stricte directive. Vous êtes en mission de notre génération. Nous venons porter à votre haute information la tenue de la deuxième édition du Festival international Bobo que nous souhaiterons avec votre soutien, votre implication, avec l'implication du département de la culture pour la réussite totale parce que nous tenons à cœur vraiment ce Mali, notre chère patrie qui nous est tous chers. Le Premier ministre a magnifié le rôle de la culture dans la construction du nouveau Mali souhaité par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous félicite pour vos initiatives. Je demande que vous mettez toute la communauté bois ensemble, sans division, sous l'autorité du ministre de la Culture. C'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'il soit là et vous dire que nos portes sont ouvertes. Nous sommes là pour vous. La deuxième édition du Festival international Bois aura lieu en mars 2025 à San. Un mot sur l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations avec une lourde perte infligée aux terroristes. L'opération a été menée avec succès dans la région de Kidal. Le commentaire de Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 15 octobre 2024, une mission de surveillance aérienne du territoire national des FAMA a permis de déjouer un plan d'attaque des groupes armés terroristes au nord-ouest d'Aguelok, dans la région de Kidal. Grâce aux informations recueillies, les FAMA ont repéré puis détruit un véhicule de combat et mis en fuite plusieurs éléments terroristes. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national.
Nous ouvrons un chapitre sur les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, était hier à la polyclinique de Kati pour s'enquérir de l'état de santé des blessés et leur témoigner la solidarité du gouvernement. Elle a ensuite rendu visite au plus vieux combattant malien, le capitaine à la retraite Abbas Koureichi. Notre reporter Aridjou Matina était de la visite, suivant son reportage. Gestes humanitaires, voire des bienfaisances de la Fondation pour la solidarité à l'endroit des blessés de guerre, des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur. La donation comprenant 7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre, 25 fauteuils roulants et 30 béquilles vise à soulager les bénéficiaires en ces mois de partage. La donation de cet après-midi constitue une assistance aux familles des militaires qui ont défendu l'intégrité territoriale de notre patrie. Ces dons reçus nous permettent de suivre avec notre mission et de faire une réelle différence dans le quotidien de nos cibles. C'est un sentiment de service bien accompli et quel que soit le geste qu'on fait, l'essentiel c'est que pendant tout ce mois, il faut penser à son prochain. Et nous exhortons tous les Maliens de faire la même chose. Ce mois a été décrété il y a déjà 29 ans. Et que chacun fasse de son mieux pour faire de la solidarité une action. La ministre de la Santé et du Développement social, toujours dans le cadre des activités du mois de la solidarité, s'est rendue successivement à la Fiabougou, chez le capitaine à la retraite, Abbas Koureichi, le plus vieux combattant malien, encore en vie, et à la polyclinique des armées à Kati pour voir l'état de santé des militaires blessés qui sont hospitalisés dans cette structure. Nous venons voir les blessés qui viennent de toutes les provenances et leur souhaiter un prompt rétablissement au nom des plus hautes autorités du pays, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom de son premier ministre et au nom de tout le gouvernement et toute la transition. Ce qu'ils ont eu à faire pour le Mali, ils ne seront jamais oubliés. Il est dans nos habitudes, pendant le mois de la solidarité, d'aller voir l'ancien combattant, c'est-à-dire le militaire à la retraite le plus ancien. Et aujourd'hui, le capitaine Koureichi a 93 ans, père de 12 enfants et de 41 petits-fils. Et il était vraiment très heureux de nous voir. Commandeur de l'Ordre national du Mali, c'est quelqu'un qui a tout fait pour le Mali et on ne peut qu'aller le remercier. Il est un exemple pour nous et demander des bénédictions pour qu'il fasse des bénédictions pour tout le pays, c'est ce qu'il a eu à faire aussi. La démarche de la ministre en charge du développement social, qui cadre parfaitement avec l'esprit du mois, a été saluée à sa juste valeur partout où elle s'est rendue. Et dans le même registre, la Chine apporte sa contribution à travers la remise de 2000 tonnes de vivres au gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Les vivres sont destinés aux sinistrés des inondations. En plus de cette donation, le partenaire chinois fait également un don alimentaire d'urgence supplémentaire de plus d'1 milliard de francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin à Lopam, en commune 6 du district de Bamako. Le reportage de Nyanya Alou Traoré. Une citation nous enseigne que la fraternité est une valse à 2 temps, où la solidarité et l'amitié assurent le tempo. Entre le Mali et la Chine, ce tempo garde toute sa cadence, sereine et énergique. Les plus de 2000 tonnes de vivres offerts par l'Empire du Milieu au peuple malien, victime d'inondations, est la preuve tangible de cet accompagnement de tous les jours. Par la constance et la qualité de ses appuis divers, la Chine s'est illustrée au fil des décennies comme étant un partenaire stratégique de notre pays et l'ensemble de notre dispositif national de sécurité alimentaire en sait bien gré. Entre le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et le président chinois Xi Jinping, les cordes du violon sont très bien accordées et renforcées. Une situation qui fait suite au séjour présidentiel en septembre dernier lors du sommet sino-africain. Au moment où plusieurs régions du Mali sont confrontées à de graves inondations avec des pertes de vie et de biens considérables, ce don de plus de 2000 tonnes de riz blanc reflète l'amitié et la solidarité du peuple chinois envers le peuple malien. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis.
Afin de démontrer la solidarité du peuple chinois envers le peuple malien, le gouvernement chinois a décidé de fournir au gouvernement malien, en plus du don actuel, une aide alimentaire d'urgence supplémentaire d'une valeur de 20 millions renminbi, équivalent à environ 1,724 milliard de francs CFA. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, toujours en déplacement pour soulager ses compatriotes, assurera l'ambassadeur de sa pleine et entière disposition à veiller au partage de ce don de riz à travers le Mali. Il m'est bien loisible de vous dire ici que ce geste humanitaire qui honore une fois de plus la générosité de votre grande nation vient à point nommé. Compte tenu de la situation de catastrophe nationale déclarée pour les pays et des besoins criards en denrées alimentaires qui en découlent, et cela en dépit de la mobilisation nationale et de gros efforts que déploient sans cesse les plus hautes autorités du pays. Pour information, les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire en cours sur l'ensemble des communes du Mali dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire 2024 concernent 22 870 tonnes de céréales. Le président de la transition poursuit ses œuvres de bienfaisance à travers la remise de dons aux nécessiteux. Après la rive droite, l'équipe des œuvres sociales était ce matin sur la rive gauche et précisément au terrain Chaba de Lafiabougou en commune 4. Le conseiller spécial du président de la transition a remis une importante quantité de vivres et de non-vivres à 200 familles. Le reportage de Boubacar Bablintouri. Élan philanthropique du président de la transition en faveur de 200 familles vulnérables en ce mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Il vient une fois de plus de faire parler son cœur à travers cette vaste campagne de distribution de kits alimentaires composés d'un sac de riz, de mil, de pâtes et d'huile. L'initiative s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président Goïta qui vont au-delà des châteaux offerts gracieusement aux populations maliennes. Aujourd'hui, nous sommes là en rive droite pour remettre à 200 foyers des kits alimentaires. C'est pour aider les démunis dans le cadre du mois de la solidarité et surtout les victimes des inondations. Le président de la transition veut montrer sa solidarité et son engagement envers ces victimes des inondations. Ces genres d'actions, le président de la transition voudrait qu'on limite, que d'autres personnes puissent aider d'autres Maliens. Et les bénéficiaires, en plus de magnifier leur gratitude au président de la transition, ont formulé des bénédictions pour le pays. On n'est pas surpris de ce geste du président de la transition qui n'est pas une première à l'endroit de nous, les personnes vulnérables. Cela prouve à suffisance qu'on n'est pas oublié que Dieu guide les pas du président pour la prospérité du Mali. Certaines femmes ont eu des larmes aux yeux, tellement on était dans le besoin. Ce geste du président de la transition vient à point nommé, surtout que certains ont tout perdu à cause des inondations. Merci au président Goïta, que Dieu sauve le Mali. D'autres dons sont attendus en faveur d'autres personnes vulnérables, toujours dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ouverture hier à Bamako des travaux de la 4e édition du Forum du développement durable autour du thème « Engagement vers une production verte ». Le forum regroupe les entreprises des secteurs privés et publics pour échanger, discuter et partager des expériences innovantes sur les questions de production verte. Le reportage de Nouhoum Sissoko. Le Forum du développement durable, jadis appelé les Journées du développement durable, est organisé par le CICF, Centre international pour le conseil et la formation, en partenariat avec Challenge Consulting. Cette 4e édition planche sur le thème « Engagement vers une production verte ». La rencontre permet de mener la réflexion et d'explorer les voies et moyens pour l'atteinte de la production verte par les entreprises des secteurs privés et publics. Produire vert signifie intégrer des pratiques respectueuses de l'environnement dans chaque étape de la chaîne de valeur. Cela implique d'adopter des technologies propres, d'optimiser l'utilisation de ressources naturelles, de minimiser les déchets
et de promouvoir l'économie circulaire. Le secteur privé doit continuer à jouer son rôle de facilitateur en créant un cadre réglementaire favorable et en soutenant les initiatives vertes à travers des incitations fiscales et des mécanismes de financement. Le Mali est engagé dans la lutte contre les changements climatiques à travers la CDN, contribution déterminée au niveau national où des objectifs ambitieux sont fixés selon le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les domaines suivants ont été identifiés comme secteurs qui offrent des opportunités aux investisseurs privés. Il s'agit, entre autres, des énergies renouvelables, de la foresterie, de l'écotourisme, la transformation de la biomasse comme alternative au bois de chauffe et au charbon de bois, la transformation des déchets en différents sous-produits, ainsi que du secteur du transport écologique. Ce forum doit être un cadre de diagnostic, un cadre de réflexion, mais surtout un cadre de proposition qui puisse être intégré dans les démarches publiques, mais aussi dans les démarches des entreprises. Pendant 2 jours, les participants au forum bénéficieront de panels animés par des experts sur initiatives pour une économie verte, innovation technologique et production plus propre, gestion des déchets et l'économie circulaire. Les hommes de médias s'approprient le programme national d'éducation aux valeurs dans le cadre de la refondation du Mali. Ils ont pris connaissance du document élaboré par les membres du comité. La presse est sollicitée pour la diffusion et la promotion des valeurs, la création des contenus positifs et la collaboration avec les institutions. La séance de restitution s'est déroulée hier à la Maison de la Presse. Le reportage de Mohamed Kayantao. Au Mali, la presse fait partie des forces vives de la nation et aucune action de développement ne doit être entreprise sans elle. C'est ce que le gouvernement a compris en initiant une session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs PNEV avec les hommes des médias. Un programme qui vise à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique au Mali. N'est pas militaire qui le veut, c'est une vocation. N'est pas journaliste qui le veut, c'est une vocation. N'est pas enseignant qui veut, c'est une vocation. En vérité, vous découvrez des journalistes qui se comportent, n'est-ce pas, de manière à ce qu'ils prennent position sur des questions où ils devraient être plutôt des relais d'information. Donc tout de suite, ils font du journalisme d'opinion. Et le journalisme d'opinion se classe dans le côté politique. Vous faites un choix. Vous, le travail, ce n'est pas d'avoir votre opinion, mais c'est de faire parler les autres et de véhiculer, d'avoir la science nécessaire pour faire partager ces connaissances-là à tout le monde. Or, un journaliste, c'est pour tout le monde. 2 membres du gouvernement sont chargés d'obtenir l'adhésion des professionnels des médias au PNEV. La démarche bénéficie de l'assentiment des fêtières de la presse, assurance donnée par le 2e vice-président de la Maison de la Presse, Ibrahim Traoré. La fêtière aura ainsi pour rôle la diffusion et la promotion des valeurs, la création des contenus positifs, la collaboration avec les institutions, la lutte contre l'acculturation et la désinformation. La presse et les médias de communication, dont vous êtes les protagonistes, doivent jouer un rôle central dans ce processus. Vous êtes les voix et les yeux du peuple, les relais des aspirations, des préoccupations et aussi les porteurs d'espoir. Votre influence sur l'opinion publique est immense, car c'est à travers vos reportages, vos débats, vos analyses que se forge la conscience collective de notre peuple. Si l'exposition à des cultures différentes à travers les médias peut être bénéfique pour l'ouverture d'esprit et l'acceptation de la diversité, il est essentiel de rester vigilant face à un risque d'acculturation déviante et à l'influence néfaste des médias sur nos valeurs. Djadje Sango et Maï Assanatou Nyare sont les 2 experts qui ont accompagné les membres du gouvernement à mieux comprendre le contenu du document de 300 pages, document axé principalement sur le renforcement des valeurs scolaires, universitaires, citoyennes, panafricaines et parentales.
Nous vous l'annoncions hier, les responsables du syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre étaient face à la presse. L'ordre du jour de cette conférence de presse était de faire la situation et les conditions de travail des agents des structures affiliées au SNIPIL. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate. Après son élection au congrès de janvier 2024, le nouveau bureau du SNIPIL a décidé de rencontrer les responsables des structures relevant des départements de la communication et de la culture. L'objectif, faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de ce 14e congrès ordinaire et mettre la lumière sur les préoccupations des services publics de la communication. Quelques points, c'est par rapport à la situation de l'assurance maladie obligatoire. Depuis plusieurs années, des travailleurs travaillent nuit et jour. Et quand ils tombent malades, ils ont du mal à se soigner. Ajouté à cela, depuis juillet 2021, il y a eu un alignement de l'indice salarial. On n'a pas encore bénéficié au niveau de nos structures, au niveau du contractuel. Au-delà, aujourd'hui, nos équipements ne sont plus adaptés, pour ne pas dire manque cruel d'équipement. Des structures qui n'ont souvent qu'une ou deux voitures d'intervention. Des véhicules de reportage souvent où les chauffeurs se promènent avec des bidons d'eau ou d'huile dans leur véhicule pour à chaque fois venir en appui au moteur. À cela, la crise énergétique, on le dit, on ne cessera jamais de le dire, parce que l'impact est énorme sur nos économies. Imaginez ce que ça fait chaque fois si vous devrez, ou chaque jour si vous devrez déployer des millions pour acheter du carburant pour faire marcher les groupes électrogènes. Nous demandons à l'État d'intervenir rapidement. Nous sommes actuellement dans le pacte, effectivement. Sinon, ils auraient pu commencer par un préavis. C'est pour éviter le préavis qu'on est en train d'aller étape par étape, que je salue d'ailleurs. C'est ça la responsabilité. Et je pense que cette première étape est une alerte pour tout le monde, même pour nous au niveau de l'INTM, pour qu'on se saisisse du dossier et qu'on essaie de trouver rapidement des problèmes et des solutions aux problèmes posés. Rappelons que le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre, SNIPIL, est composé des structures comme AGETIC, AMAP, ANCD, APDP, cabinet DFM du ministère en charge de la communication, CNCM, Graphic Industry, ORTM et SMTD. Le ministère en charge de l'emploi a formé et équipé 500 personnes évoluant dans le domaine des BTP. Les bénéficiaires ont reçu hier des kits d'installation et des montants devant favoriser leur installation. En marge de cette cérémonie, le département a remis 13 millions au service social des armées et 6 millions au réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Al-Mouzer Al-Kamisa-Yatara a fait le reportage. Cet accompagnement du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle vise à réduire le chômage et la pauvreté des personnes vulnérables, notamment les filles déscolarisées et filles mères. L'opération de formation et d'insertion qui vient d'être lancée touchera 500 personnes dans les métiers de BTP et de l'artisanat. Il renforce la confiance en soi des bénéficiaires, leur donne la capacité de prendre en main leur avenir et d'affronter les défis avec détermination. Les compétences acquises ouvrent la voie à la création d'entreprises, à l'autonomisation, à l'auto-emploi et emploi décent et à une amélioration des conditions de vie. C'est avec un immense plaisir que je m'exprime aujourd'hui à l'occasion de la remise de chèques de 13 millions de francs CFA par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette somme est destinée au financement des kits d'insertion au profit de 122 femmes, veuves et enfants des militaires et paramilitaires. Le réseau des organisations pour une citoyenneté participative, les centres Adam Goro Sidibé et la direction du service social des armées sont les bénéficiaires de cette formation et insertion. L'ANPE et la direction du service social des armées ont mis en œuvre une opération de formation-insertion de 263 bénéficiaires dans les métiers de carrelage, peinture, électricité, bâtiment, ferrailleur, coiffure, esthétique et coupe-couture. Avec le réseau des organisations pour une citoyenneté participative,
l'ANPE a financé à coût partagé la formation et l'insertion de 200 femmes dans la restauration, l'hygiène alimentaire, la transformation agroalimentaire et la valorisation des déchets plastiques. Les différents bénéficiaires de cette formation-insertion, les 500 personnes dans les métiers de BTP et artisanat, ont reçu des attestations et des kits de BTP et kits en coiffure esthétique. Pour la réussite de l'ensemble de leurs activités, un chèque de 6 millions de francs CFA a été remis au réseau des organisations pour une citoyenneté participative et un autre chèque de 13 millions de francs CFA au compte de la direction du service social des armées. C'est demain, jeudi 17 octobre, que sera célébrée la Journée internationale de la femme rurale, couplée à la Journée de l'alimentation. L'événement aura lieu à Sibi. En prélude à ces activités, la Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali, FENAFER, a organisé ce matin une conférence débat au centre agroalimentaire de Sibi. Les échanges ont porté sur les insuffisances dans l'application de l'article 13 de la loi sur le foncier agricole. Envoyés spéciaux à Sibi, Inaba et Karunga Konati. Les femmes rurales jouent un rôle important dans le monde et particulièrement au Mali. Les récentes statistiques révèlent qu'elles constituent 60% de la main-d'œuvre agricole et produisent 80% de notre alimentation. La Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali, FENAFER, a organisé une conférence pour informer et sensibiliser les femmes sur l'application de l'article 13 de la loi sur le foncier agricole. Nous, on a toujours demandé notre... C'est la décision de l'État même en disant que tous les aménagements qui seront faits par l'État, les 15% seront octroyés aux femmes rurales, aux jeunes ruraux et aux personnes vulnérables. Mais la décision a été prise par l'État, mais ça n'a jamais été exécuté. Donc nous demandons au président de la République vraiment de prendre ça en compte, vraiment de nous aider pour que les femmes qui n'ont pas de terre puissent avoir la terre. Nous voulons faire des choses sur nous, les droits de nos mamans, les droits de nos sœurs doivent se faire sans pourtant porter atteinte à la culture et au social. Mais ça va quand même changer la société. Mais il faut mettre d'abord cette sensibilisation et la mise en valeur aussi de l'apport des femmes qui est aujourd'hui un tape à l'œil. Et c'est le gros du travail qu'on a fait dans les zones de demandées. Au-delà des festivités, les femmes veulent échanger, partager les expériences sur les réalités socio-culturelles pour favoriser l'accès à la terre. C'est dans ce cadre que le département de la promotion de la femme veut faire des actions de plaidoyer concernant l'accès équitable des terres agricoles. Il y a beaucoup qui reste encore à faire, il y a eu des avancées, mais je pense qu'au fur et à mesure, avec la sensibilisation, je pense qu'on pourra atteindre nos objectifs. Déjà, on a des programmes de formation à l'endroit des femmes pour que les femmes puissent connaître d'abord leurs droits, savoir qu'elles doivent vraiment accéder à la terre parce qu'elles sont souvent actrices. La rencontre a bénéficié de l'appui financier du projet d'Outoloma. Elle a pour but d'amener les responsables décideurs des différentes zones d'aménagement hydro-agricole à s'impliquer pour l'application de l'article 13 de la loi sur le foncier agricole. L'Office national de la santé et de la reproduction, à travers un particulier, renforce les capacités techniques de la maternité de Tadjana. C'est dans la commune rurale de Sanankoroba. Elle a reçu des équipements composés de panneaux solaires, de congélateurs, de lits, de consultation. Kouma Sissé et Karunga Konate étaient à la cérémonie de remise, suivant leur reportage. Dans le cadre du renforcement de la prise en charge des femmes enceintes dans les zones reculées, la maternité rurale du village de Tadjana a bénéficié de nouveaux équipements. Le village en question est situé à environ 50 km de la ville de Bamako et 15 km de la ville de Sanankoroba. À travers l'Office national de la santé et de la reproduction, le donateur a voulu apporter son soutien à ces villages pour améliorer les conditions de travail des agents afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. C'est composé de systèmes solaires et aussi des plateaux médicaux. Et il y a un grand lot dont la valeur s'élève à 8 millions. Pour qu'on puisse réduire drastiquement le décès maternel, qu'on puisse voir dans les jours à venir une ambulance encore qui peut quitter ici pour aller vers effectivement les hôpitaux à Bamako. L'ASACO étant la structure de gestion du centre de santé,
nous demandons vraiment votre accompagnement. Votre accompagnement pour que cet équipement-là puisse être bien entretenu. Cette maternité construite à Tadjana depuis 2014 reçoit les habitants de plus de 10 villages environnants, principalement les femmes enceintes et les enfants. On peut faire 30 accouchements, souvent 20 accouchements. Il y a beaucoup de villages qui viennent ici. Djalakoroba vient d'ici, Tchene, Nyanya, Borola. Avant la remise de ces équipements, le premier responsable de l'UNASR, accompagné par le président de la FENASCOM, a rendu une visite de courtoisie aux donateurs. Résident au Mali depuis plus de 2 décennies, M. Cheikh Ahmed Maktoum Djouma Al-Maktoum se dit toujours prêt à accompagner la population malienne. Le monde célébrait hier, 15 octobre, la journée mondiale de la canne blanche. La Fédération libre des organisations en faveur des personnes vivant avec un handicap a remis des cannes blanches à une vingtaine de personnes en situation de handicap visuel. La cérémonie s'est déroulée dans la grande mosquée de Bamako. Le reportage de Bokari Koulibaly. Pour bon nombre de gens, c'est juste un bâton comme un autre. Pour les malvoyants, c'est un garant de sécurité. La canne blanche, emblème de déficience visuelle, est célébrée ce 15 octobre 2024. À la grande mosquée de Bamako, 20 cannes blanches sont gracieusement distribuées par l'association SOS Optique. Ceux qui détiennent cette canne, qui a son sens, de par sa couleur, alors méritent assistance, méritent qu'on prête attention à eux. Cette canne qui les permette de se déplacer, qui les permette d'éviter des obstacles, alors doit être connue non seulement du grand public, mais des autorités routières également. Le message aussi à passer, c'est de demander au gouvernement de légiférer en ce sens. Lorsqu'il y a une législation qui encadre la canne blanche, ça peut permettre aux détenteurs de la canne blanche d'être protégés et d'être sécurisés aussi. Au regard du prix élevé de la canne blanche, son acquisition demeure une problématique de taille pour les déficients visuels. Cette action de l'association SOS Optique vient tirer cette épine de leurs pieds. La canne blanche joue un rôle important dans notre vie. Elle nous sécurise dans la circulation routière. Nous demandons aux usagers de la circulation de tenir compte de la canne blanche. C'est notre moyen de sécurisation. Pliable pour certains et rigide pour d'autres, les cannes ainsi distribuées ont été confectionnées au Mali par Tidjane Diakité, lui-même déficient visuel. Un exploit qui vient témoigner tout le génie créateur des non-voyants. Autre fait majeur de la journée, c'est la lecture du Coran en écriture braille. Les responsables de l'Alliance Faso-Djonka ont animé le week-end une conférence de presse. Les échanges avec les journalistes ont porté sur la situation sociopolitique du pays. Il s'agit notamment de l'électricité, les inondations, la défense et la sécurité. Le reportage de Almouzer Al-Kamisa Yatara. Un an après sa création, l'Alliance du 22 septembre Faso-Djonka se félicite des progrès réalisés par les autorités de la transition qui ont donné un nouvel espoir et contribué à renforcer les sentiments patriotiques. En effet, le processus de transition en cours a permis de renouer avec l'exemplarité et le sens du sacrifice, du don de soi dans la conduite des affaires publiques. Notre pays n'est plus un spectateur désarmé face aux manœuvres de déstabilisation orchestrées par les parrains du terrorisme international. Le peuple malien dans son ensemble est désormais engagé dans le processus irréversible de recouvrement de sa dignité et de restauration de son honneur. Au cours d'une conférence de presse, les responsables de l'Alliance du 22 septembre Faso-Djonka, dans une déclaration, appellent au sursaut patriotique autour du président de la transition. En ces moments difficiles, où le dénigrement et les attaques contre le processus de transition saturent l'actualité, nous devrons avoir le courage de reconnaître qu'un chemin a été parcouru, qu'une liberté a été retrouvée, celle de décider de l'avenir du Mali par les Maliens et dans l'intérêt des Maliens, sans injonction ni ingérence. Pour finir,
Les responsables de l'Alliance du 22 septembre face au Diokan se réjouissent du bilan de la transition, à savoir la modernisation de notre outil de défense et l'adoption du nouveau code minier. Toutefois, l'Alliance face au Diokan souhaite la reprise par l'État de l'ensemble des dettes liées à la production de l'EDM, la création d'une nouvelle société EDM et accélérer le paiement de la dette intérieure. Enfin, l'Alliance du 22 septembre souhaite plus d'actions dans le cadre de la gestion des inondations. Tamba Sissoko et Nyambore Sissoko dirigent les bureaux de la Fédération des orpailleurs du Mali dans les localités de Djalafara et Kenyeba. Ils s'engagent à défendre les intérêts des orpailleurs et à accompagner la politique du gouvernement afin que le Mali tire profit de ses ressources minières. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Sangaré et Gaussou Ashtouri. L'orpaillage à Kenyeba représente à la fois des opportunités économiques et des défis sociaux pour la population locale. La Fédération nationale des orpailleurs du Mali s'engage à réorganiser les secteurs conformément à la vision des autorités de la transition. Elle a validé les nouveaux bureaux désignés par les orpailleurs des communes de Djalafara et Kenyeba. L'objectif recherché par la Fédération nationale des orpailleurs du Mali, c'est quoi? C'est comment réorganiser le secteur d'orpaillage pour que, enfin, l'or puisse briller pour tous les Maliens. C'est dans cette optique que la délégation nationale a validé la fédération locale et la fédération locale à son tour en train de valider les fédérations communales. Tamba Sissoko et Nyambori Sissoko ont été choisis pour diriger les activités des orpailleurs dans leurs communes respectives, partageant un objectif commun. Mon ambition d'abord de vraiment l'exploitation de l'or là, que ce soit vraiment dans l'égalité et dans la transparence pour que l'État puisse bénéficier de l'exploitation artisanale là. Nous sommes à la disposition de tous les orpailleurs. Nous leur demandons de travailler en toute transparence et de nous corriger en cas d'erreur dans notre collaboration. Après la présentation des membres des bureaux, les deux dirigeants ont été officiellement renvoyés à l'exercice de leur mission pour un mandat de 5 ans. Je vous invite à découvrir un pan de la culture chinoise. Découvrons ensemble le musée des statues des guerriers et chevaux en terre cuite. Ces soldats et chevaux servaient à garder le premier empereur de la Chine dans l'au-delà, selon l'histoire. Ce lieu historique accueille 10 000 à 20 000 visiteurs par jour et notez bien 270 chefs d'État se sont déjà rendus dans ce musée. Le musée est l'une des premières destinations privilégiées de la province de Shanxi à l'ouest de la Chine. Immersion dans un symbole de la civilisation chinoise avec notre envoyé spécial, Bourama Traoré. C'est une mobilisation presque quotidienne devant ce bâtiment qui n'a pourtant rien de particulier, disons en apparence, mais à l'intérieur, c'est une histoire millénaire. Bienvenue au musée des statues des guerriers et chevaux en terre cuite. Cette armée fabriquée à main est forte de près de 8000 soldats ainsi que des chevaux en terre cuite. Elle représente les troupes de Shi Yuandi de Qin, le premier empereur de Chine. C'est un agriculteur local qui a découvert cette armée en terre cuite en 1974. Elle devait protéger l'empereur Shi Yuandi de Qin dans l'au-delà selon la légende. Le site est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Le musée est devenu l'une des principales attractions de la ville de Xi'an, capitale de la province de Shanxi. Il accueille 10 000 à 20 000 visiteurs par jour, des nationaux et des étrangers. Ici, on dénombre 3 fosses. La première contient l'infanterie, la deuxième représente un campement abritant des chars. Dans la troisième fosse, on retrouve des hauts responsables de cette armée en terre cuite. Au sortir de ce haut lieu du génie chinois, les visiteurs partagent les mêmes sentiments. C'est intéressant parce que, selon l'histoire qui nous a été racontée, ces soldats en Asie cuite ont constitué la garde de l'un des empereurs de l'Empire de Chine. Et vraiment, c'est tout un plaisir pour nous vraiment de découvrir cela. Tout ça, ça démontre la richesse culturelle de la Chine. Après la Grande Muraille, il y a ces 3 fosses-là sur les soldats qui ont été construits en terre cuite. Tout ça démontre que la Chine a une histoire riche en culture.
Au cours des 40 dernières années, cette 8e merveille du monde a accueilli plus de 270 chefs d'État et de gouvernements étrangers, ainsi que plus de 100 millions d'autres visiteurs, selon ses responsables. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports a procédé ce mardi 15 octobre 2024 à Niamey le baptême de 2 places publiques, une avenue et du monument des martyrs. Ils prennent respectivement les noms suivants: la place Aïs, Thomas Sankara, avenue Djibo Bakari, monument Boulbandé Batama. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence des membres du CNSP et du gouvernement de plusieurs autres invités. Issa Oussia. Dans la vie d'une cité, le baptême des rues, des places publiques et des monuments est une opération capitale. Une rue baptisée, une place nommée est une page ouverte sur les vertus de celui dont elle porte le nom. Elle peut être également une tranche de l'histoire de la cité ou de l'évocation d'un événement significatif dans la vie des citoyens. C'est conscient de cet état de fait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par le biais du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport, a procédé ce mardi matin au lancement officiel du baptême du boulevard, avenue, rue et place publique de la ville de Niamey. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres dans l'optique de nos ambitions, des rapports de force et des enjeux de l'heure. C'est pour cela que nous sommes là, pour rebaptiser nos richesses culturelles. Cependant, force est de reconnaître que de nombreux hommes exceptionnels qui ont réalisé des actions patriotiques sont tombés dans l'oubli. Il s'agit maintenant de leur rendre un hommage mérité en baptisant de leur nom boulevard, avenue, rue et place publique. Je voudrais rendre ici un hommage vibrant à Djibo Bakari, ce grand enseignant, syndicaliste, homme politique, figure majeure du mouvement indépendantiste de notre pays, élu premier maire de Niamey en octobre 1956. Il est ensuite devenu vice-président du Conseil en 1957, puis en juillet 1958 président du Conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement. Partisan d'une indépendance immédiate du Niger, il soutient le non au référendum du 28 septembre 1958, organisé par la France. Aujourd'hui, cette avenue qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Djibo Bakari. Le colonel-major Abdourahmane Amadou a remercié les membres de la commission ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à l'élaboration de ce travail de baptême. Ceci traduit la volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'humaniser la capitale nigérienne, de lui donner un sens, une âme, conformément aux aspirations de ses habitants. L'actualité au Burkina, c'est l'hommage rendu hier au capitaine Thomas Sankara, le père de la Révolution d'août 1983. La cérémonie commémorative du 37e anniversaire de son assassinat a été marquée par des messages de lutte révolutionnaire, de combativité. Des appels ont été lancés pour la pérennisation des idéaux de la révolution démocratique et populaire. Le point de la cérémonie commémorative avec Jacques Lamaïssa Tarpaga. La nation rend hommage à un digne fils, un héros, le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné avec 12 de ses compagnons en ces lieux mêmes où se tient la cérémonie. C'était le jeudi 15 octobre 1987, en milieu d'après-midi. La vision et les actions du père de la Révolution d'août 83 restent encore prégnantes de nos jours. Cela fait maintenant 37 ans que cette figure emblématique du panafricanisme a quitté ce monde. Malgré les stratégies et stratagèmes officiels et officieux,
orchestré pour effacer méthodiquement sa mémoire et son histoire, force est de constater que la vision et les idéaux de Sankara résonnent encore puissamment à travers le monde et son héritage demeure une intarissable source d'inspiration pour nous. Les parents des victimes étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Les délégations de plusieurs pays sont venues saluer la mémoire de Thomas Sankara. Le chef de l'État est représenté ici par le président de l'Assemblée législative de transition. Pour les initiateurs du mémorial Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré tient bien le flambeau de la révolution reçu en 2022. Déjà, les fruits ont dépassé la promesse des fleurs, car la suite nous révéla que le capitaine Ibrahim Traoré était un patriote, un digne héritier de Sankara. Ainsi, sous sa houlette, nous avons vu s'égrener de nombreuses actions à la satisfaction de tous, parce qu'en phase avec la défense et la dignité de la patrie et les intérêts du peuple. Au-delà du cérémonial, c'est un moment d'introspection et de ressourcement et le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouédraogo appelle à un engagement sur les voies du capitaine Thomas Sankara. En mémoire de Thomas Sankara, engageons-nous à bâtir un avenir serein pour notre pays, le Burkina Faso, où chaque voix est entendue et où chaque rêve a sa place. Continuons à avancer, unis et déterminés sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Les aménagements du mémorial Thomas Sankara se poursuivent. Ce sera bientôt un lieu d'attraction pour toute personne voulant découvrir les œuvres et l'histoire de la Révolution. La commune de Ouagadougou entend pour sa part baptiser des rues en hommage aux 12 hommes tombés aux côtés du capitaine Thomas Sankara. Nous restons au pays des hommes intègres pour parler de cette séance de travail tripartite. Au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et les responsables de délégations du Sahel avec les délégations du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Burkina Faso. Il s'est agi de parler de défis communs à ces pays en rapport avec les questions des déplacements forcés des personnes et des problématiques y relatives. Le reportage de Sébastien Zongo. Les représentants des délégations du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Burkina Faso en séance de travail avec le directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit d'harmoniser les points de vue sur les questions de déplacement forcé et les problématiques qui en découlent. Nous pensons qu'il y a des opportunités, des potentialités énormes à saisir à travers ces personnes et c'est comme ça que nous voulons que les questions soient réglées. Deuxièmement, que nous sortions du segment purement humanitaire pour nous installer dans une logique de développement. D'ailleurs, le fait d'aller sur le versant purement humanitaire comporte le risque de l'installer pour une durée que nous ne maîtrisons pas. Les points de vue convergent déjà en ce qui concerne le basculement du purement humanitaire vers plus de développement en vue de revitaliser les économies au sein des communautés hôtes et d'accueil. On ne peut pas parler de solutions uniquement en parlant de solutions pour les déplacés ou oublier les communautés qui les accueillent. Et je vous donne un exemple, au Burkina Faso, vous avez cette stratégie nationale de relèvement et son plan d'action. J'en sais quelque chose puisque j'étais au Burkina Faso jusque l'année dernière et je pense qu'autour de ces initiatives, il y a une opportunité d'aller vraiment vers des solutions. Cette première rencontre se tient en marge des travaux de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du 14 au 18 octobre 2024 à Genève, en Suisse. Voilà la page AES bouclée pour ce soir. Le RTM vous propose ce soir donc un numéro spécial de votre émission Malikoura avec la communauté soniké.
Vous savez que l'UNESCO a institué le 25 septembre Journée internationale de la langue soniké, une décision qui honore le Mali tout entier. La langue soniké est parlée dans une dizaine de pays africains. Une émission en Bamanankan animée par Cheikh Oumar Sangaré. La famille judiciaire en deuil avec la disparition de Amadou Abdoulaye Sango. Après 37 ans de carrière bien remplie, ce magistrat de classe exceptionnelle nous a quittés le 14 octobre dernier, laissant derrière lui une famille, des collègues et des amis inconsolables. Du tribunal de première instance de Mopti à la Cour suprême, il aura laissé l'image d'un travailleur acharné et d'un homme sociable et serviable. Il a été accompagné hier à sa dernière demeure. Retour sur la carrière de ce magistrat avec Alousseni Touri. Il était un membre important de la communauté musulmane de son quartier. L'imam de la mosquée en a témoigné devant l'ensemble des fidèles présents ce jour. L'imam a fait également cas de sa générosité et de son altruisme. Sur le plan académique, Amadou Abdoulaye Sango est un pur produit de l'école malienne. Après son baccalauréat en 1978 au lycée Sankouré, le jeune Sango embrasse les sciences juridiques à l'école nationale d'administration, d'où il sortit en 1984. 2 ans plus tard, il acheva sa formation de magistrat au Centre national de formation des magistrats et commence alors une longue carrière qui va l'occuper 37 ans durant. Mais je voudrais, au nom de toute la promotion 1984 et de l'École nationale d'administration, mais aussi du Centre national de formation des magistrats de l'époque, qui est l'actuel institut de formation judiciaire, vous dire combien nous sommes très profondément attristés par la disparition de notre camarade de promotion de l'ENA, notre camarade de promotion de l'école de la magistrature et notre collègue magistrat durant plus de 35 ans de carrière pour lui et pour certains d'entre nous qui sont encore en fonction, 37 ans de carrière. Au nom de toute la promotion, je voudrais lui rendre hommage. Amadou Abdoulaye Sango fut tour à tour substitut du procureur à Mopti, juge de paix à Sikasso, puis à Bla, juge d'instruction à Gao, juge de paix à Tominian et Massina, président du tribunal de première instance de Kati, puis procureur de la République à Kati. En 2012, il fit son entrée à la cour d'appel de Bamako comme conseiller, puis président de la chambre correctionnelle. En 2019, Amadou Abdoulaye Sango est conseiller à la Cour suprême. 2 ans après, il occupa la fonction de président de la première chambre civile, puis de la deuxième chambre civile, avant d'occuper les fonctions de président de la section judiciaire de cette même institution. C'est en décembre dernier qu'il fit valoir ses droits à la retraite. Sa disparition est une perte énorme pour la Cour suprême et je veux dire pour toute l'institution judiciaire. Il s'agit là d'un juriste confirmé, un homme pétri de sagesse, d'intelligence, un homme de procédure, très spécialisé vraiment dans toutes les procédures, procédure pénale, procédure civile. Sa famille dit perdre en lui un rassembleur, un pilier. C'est quelqu'un qui a toujours mis la famille au devant. Il a accueilli dans sa famille tous ses neveux, tous ses oncles, tous ceux qui ont besoin d'aide. Et il était présent à toutes nos cérémonies. Vraiment, nous le considérons comme un neveu très très cher, très sociable et toujours soucieux de la famille. En même temps, il le mène avec sa vie professionnelle. Amadou Abdoulaye Sango repose désormais au cimetière de Sabalibougou, laissant derrière lui une famille et une nation fortement endeuillée. Voilà, que de la paix pour son âme, ainsi va la vie. C'est la fin de cette édition Octobre Rose. Le dépistage se fait gratuitement. Rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Bonsoir.